voiture de légende vous est présenté grâce au soutien de Tolfer et Davis Rent-A-Car. Bonsoir à tous et bienvenue dans Voiture de légende sur BTV, l'émission qui visite la légende de l'automobile. Et ce mois-ci, notre voiture de légende, c'est une Ford T, celle qu'on appelait la Dame en Noir, même si celle-ci est verte. Elle date de 1924. Nous allons raconter son histoire parce que c'est une voiture assez exceptionnelle. La première à avoir été construite à la chaîne, la grande production. C'est la Ford T qui en fut le symbole au début du XXe siècle. Au sommaire de cette émission, nous avons également d'autres voitures de légende, des voitures de course, celles qu'on appelle les légendes cars. Et nous allons commencer avec encore une légende de l'automobile, la célèbre coccinelle. Nous avions une concentration il y a quelques semaines, c'était à Fontaine-l'Évêque. Chaque année, c'est la 9e édition de ces concentrations de coccinelles. Chaque année, il y a un thème particulier. Cette fois-ci, c'était Flower Power, c'était un peu beatnik comme ambiance. La Volkswagen Coccinelle. Elle continue simplement à faire rêver et sera la reine de nos routes carolo-régiennes. Tout est possible avec une coccinelle, on peut lui restituer son état d'origine à la sortie des chaînes de montage dans les années 50 ou choisir de la moderniser, voire métamorphoser la bête. Et puis ce qui est formidable dans cette voiture, c'est qu'elle se prête bien à toutes les évolutions. C'est exactement ce que nous voulons vous montrer à Fontaine-l'Évêque, explication de l'organisateur. Nous avons des voitures des années 50 jusqu'à 80. Une concentration de Volkswagen et dérivés, c'est-à-dire refroidissement par air, sans eau, c'est interdit. Les Volkswagen n'ont pas de radiateur, donc c'était le critère ce jour et régulièrement. Nous avons des membres qui sont allés en Suisse il y a quelques années et qui avaient vu qu'on faisait des thèmes ailleurs et on a débuté l'année dernière avec le siècle. Cette année-ci, c'est Flower Power. L'année prochaine, nous avons déjà un thème qui reste secret jusqu'à l'année prochaine. C'est la voiture du peuple, il ne faut pas l'oublier. C'est une voiture où les jeunes sont encore friands de cette voiture-là. C'est le 28 mai 1937 que la Société pour la préparation de la voiture du peuple allemand fut fondée en Allemagne. La production de la voiture commença début 1938, d'abord à des fins militaires. Voulu par Hitler afin de donner au peuple allemand une voiture pouvant transporter à 100 km/h une famille de 4 personnes, en consommant 7 litres au 100 pour moins de 1000 Reichsmark, la voiture fut développée durant l'Allemagne nazie par Ferdinand Porsche. Quelques versions civiles sortiront tout de même des chaînes de fabrication entre 1940 et 1945. En 1955, l'usine Wolfsburg fête sa 1000e voiture fabriquée. On distinguera différentes évolutions qui caractérisent la coccinelle, dont la split window 1938-1953, puis l'ovale 1953-1958, représentée par leur forme de lunettes arrière très caractéristique. D'autres modèles utiliseront le châssis de la coccinelle. Au milieu des années 60, l'entreprise Volkswagen AG fut fondée et privatisée en partie. Au début des années 70, c'est l'apparition des modèles 1302 et 1303. Ces derniers modèles sont reconnaissables au pare-brise bombé et au capot avant-court. Chaque voiture a son histoire. C'était un cadeau que je voulais faire au départ à mon fils, de lui trouver une VW parce qu'il aimait bien ça, avec les bandes dessinées. Et puis en allant voir à plusieurs endroits, j'en ai acquéri une, que j'ai commencé à restaurer. Et puis j'ai eu l'occasion d'acheter celle-ci qui était en épave, qu'un copain avait acheté qui venait de Californie. Et je me suis mis à la restaurer, et puis voilà, maintenant j'ai appris le virus. En réalité, cette voiture était rouge au départ. Elle a été complètement décapée, poncée. Châssis, disons que il y avait déjà une personne avant moi qui avait commencé à restaurer le châssis. J'ai racheté tout le lot, et puis voilà, ça m'a pris 2 ans. Le moteur, ce n'est plus son moteur d'origine, puisque la première année que j'ai décidé de partir, c'était en Suisse, à Châteaudet. Et ne connaissant pas vraiment l'état du moteur, j'ai préféré en racheter un. Et que j'ai refait un échange standard.
Et depuis lors, c'est celui-là qui est dedans actuellement. Ici, la capote, c'est la même chose. Elle a été refaite par un sellier complètement. Les sièges aussi. Il y a des gens qui les font eux-mêmes. Bon, malheureusement, moi, je n'avais pas le doigté pour la refaire moi-même. Ça fait que c'est un sellier qui m'a refait la capote et les sièges. Le 19 janvier 1978, la 16 255 500e et dernière coccinelle produite en Allemagne sort de l'usine de Emden. Dans le monde, la dernière coccinelle sortie des usines mexicaines de Puebla remonte au 30 juillet 2003. Elle fut au total produite à plus de 21 529 464 exemplaires à travers le monde. Elle dépasse aussi le 17 février 1972 le record de la Ford T et avec 15 7034 unités, la Cox devient la voiture la plus vendue au monde jamais produite. Ah, les coccinelles, c'est toute une époque, évidemment, comme la Ford T, ces voitures de légende qui nous font rêver. Monsieur Quévrin, vous êtes l'animateur d'un club à Namur qui s'appelle les Vieux Volants Namurois. Alors expliquez-nous un peu la genèse de ce club et comment on se retrouve avec des voitures d'une telle qualité ici dans la région. Alors au départ, l'idée est venue de 3 amis de créer un club à Namur, vu qu'il n'en existait aucun. Donc nous avons décidé de créer ce club il y a bientôt 4 ans et nous allons accueillir d'ici peu le 82e membre. Alors quel genre de véhicules sont réunis par les propriétaires de ce club ? Avec une préférence pour les voitures d'avant-guerre. Ce sont nos voitures préférées. Pourquoi ? Pour profiter du paysage en roulant à 40 ou 50 à l'heure. Voilà, en respectant les limitations de vitesse, mais dans le respect aussi du patrimoine automobile que représente notamment cette Ford T, une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et de la marque créée par Henry Ford au début du XXe siècle. Je vous propose de revisiter cette histoire, ce mythe. En 1903, il crée la Ford Motor Company avec un capital de $100 000. Tous les spécialistes lui prédisent la faillite au bout de 6 mois. Organisateur de génie, Henry Ford va en réalité régner sur le plus grand empire automobile du monde et faire de sa firme le triomphe le plus achevé de la société industrielle. La Ford T sort des chaînes de montage en 1908 et elle vaut $950. En 1909-1910, 18 664 voitures seront vendues. Lorsqu'il abandonna la fabrication de ce modèle en 1927, plus de 15 millions de véhicules étaient en circulation. Henry Ford voulait qu'elle soit universelle. La Dame en Noir le devint et fit sa fortune en inaugurant les méthodes de production à la chaîne. Tout le monde peut avoir une Ford T de la couleur qu'il souhaite, à condition que ce soit le noir. Si cette petite phrase de Henry Ford est restée célèbre, elle ne saurait cependant pas résumer les prodigieux destins de la première voiture populaire de l'histoire et de son promoteur. Henry Ford n'a jamais revendiqué le titre de pionnier de l'automobile. Son génie fut de saisir avant tout le monde que la modernisation des moyens de transport allait modeler ce XXe siècle encore balbutiant. Il sent que l'automobile n'est pas réservée à une seule élite et que la majorité des Américains n'a que faire des raffinements esthétiques ou des mécaniques sophistiquées. D'une grande simplicité, fiable, peu chère à l'achat comme à l'usage, la Ford T va répondre au plus juste et surtout au bon moment à cette demande. Austère, haute sur pattes, rustique avec sa transmission à 2 rapports et plutôt poussive avec ses 20 chevaux agricoles, 4 cylindres en ligne, dont la vitesse maximum est de 70 km/h. Elle connaît pourtant un véritable triomphe dès son lancement en octobre 1908. La clé de son succès tient avant tout dans son prix d'attaque très bas. Pour limiter les coûts de production, Ford joue délibérément la carte de la simplification. Ainsi, le moteur est coulé d'un seul bloc, le châssis n'est plus qu'une simple échelle rectiligne et le bois des carrosseries abandonné au profit de la tôle emboutie. Elle se décline en multiples versions pour satisfaire aussi bien une clientèle rurale que citadine. En dépit d'un prix de vente plutôt élevé, son succès est immédiat. Quelques années plus tard, en 1912, Ford introduit le montage à la chaîne dans ses usines.
En 18 mois, la durée d'assemblage passe de 12h28 à 1h33. La production atteint des cadences surréalistes au point qu'une voiture sur deux vendue dans le monde en 1920 est une Ford T. Les coûts baissent et Ford, en 1915, décide de rembourser $50 aux anciens acheteurs d'une Ford T. Il n'hésite pas à donner à ses ouvriers les plus hauts salaires de l'industrie automobile, non pas par altruisme, mais pour en faire des acheteurs de Ford T. L'euphorie va durer 10 ans. Le record de 2 millions de Ford T produites en 1923 sera aussi son chant du cygne. En dépit de quelques retouches esthétiques, elle reste dans l'âme une voiture de 1908 et se vend de plus en plus mal. Aveuglé par son succès, Henry Ford la croyait éternelle et refusera longtemps de se pencher sur sa succession. En 1927, lorsque la vénérable Dame en Noir tire sa révérence, il est déjà trop tard. Ford n'est plus le numéro 1 mondial et la compagnie mettra 30 ans pour retrouver un équilibre financier. La Ford T qui a donc marqué vraiment la légende de l'automobile dans la première moitié du XXe siècle. Monsieur Herman, vous êtes l'heureux propriétaire de cette voiture. Alors comment possède-t-on une voiture comme ça et surtout pourquoi? Par amour de la vieille voiture, ça c'est un. Le choix de la Ford T, parce que c'est un mythe. Et ce fut l'occasion pour moi d'en trouver une dans un château pas loin de chez moi, ici dans la vallée de la Molinière. Beaucoup de travail pour la rénover, la remettre en état? Oh, ben ça nous a pris entre 3 ans et demi et 4 ans. Il a fallu tout refaire. Bon, c'est une belle passion. Comment est-ce qu'on retrouve les pièces nécessaires? Il y a des réseaux, il y a justement des clubs comme le vôtre qui permettent de se mettre ensemble? Nous avons la grande chance, avec les voitures américaines. Amérique, ça veut dire business. Donc, nous trouvons absolument tout aux États-Unis, même pour ma Ford T de 1924. Il faut savoir qu'on en a fait 15 millions des Ford T. C'est la première voiture vraiment construite en très large production. Alors, outre la Ford T, nous avons ici 2 modèles de Ford A, Monsieur Charlier. Parlez-nous un peu de la Ford A par rapport à cette Ford T, justement. On la connaît moins bien. Eh bien, effectivement, la fabrication a continué avec la Ford A qui était de couleurs différentes puisque la Ford T était noire par principe. Et alors, en fait, dans la première production, la dimension des roues était quand même fort grande. La boîte étant mal étagée, Ford avait décidé en 1930 donc, de faire des roues avec des moyeux plus grands et des dimensions de roues plus petites, pour ne pas devoir modifier complètement la transmission. Cette passion de la vieille Ford, ça vient d'où, Monsieur Charlier? Oh ben vous savez, c'était le hasard, parce que d'abord j'ai commencé sur une Citroën, parce que je faisais une ouverture de magasin à Barvaux-sur-Ourthe. Ensuite, le virus a démarré, et alors on a continué donc, dans le club, en vertu de l'amitié et de la convivialité qui existe dans les clubs. C'est une belle maladie, vous voyez, ça ne se soigne pas, c'est un virus qui ne disparaît pas, c'est formidable. Jean-Louis Ménard, vous êtes le promoteur de cette Legend Car Series. Alors pourquoi ces petites voitures de course modernes, mais à châssis tubulaire et au look ancien, sont arrivées dans notre pays? C'est un concept qui nous vient des USA. Depuis une dizaine d'années, donc, elles sont produites par la société 600 Racing. Il existe 8 modèles de carrosserie différentes qui font allusion aux vieilles voitures NASCAR des années 30-40, donc juste avant-guerre. C'est très très populaire là-bas, plus de 4500 voitures produites, donc très très accessible. C'est un moteur Yamaha de 1250 cm3 avec 150 chevaux. La voiture pèse 580 kg, c'est un pont rigide. Il y a juste des freins à disque à l'avant et des tambours à l'arrière, donc la conduite est très aléatoire, tout se fait en glisse. Tous les pilotes sont au même niveau et ça nous offre des courses très 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 animées. Voilà, c'est léger, c'est puissant, ça glisse. C'est un véritable jouet. Alors allons jouer précisément à Cran-en-Ternois. On y retourne.
16 pilotes belges s'étaient donné rendez-vous dans le cadre champêtre du petit circuit de Croix-en-Ternois dans le Nord-Pas-de-Calais pour le premier meeting du Legends Car Tour 2007. Nos compatriotes ont tout raflé, pas un seul Français ne réussissant à monter sur le podium au cours des 4 manches de 20 minutes. Grand bonhomme du week-end avec 3 victoires et une 2e place, Pierre Severin n'a pas manqué son retour après un an d'absence pour se consacrer au développement en BTCS du Delahaye Racing Team, sous le haut vent duquel la petite famille des Legends se retrouve désormais entre les manches. Disons, toutes les voitures sont différentes et surtout la Legend Car. Ici, c'est une voiture avec un pont rigide à l'arrière et donc effectivement, on doit l'inscrire avec l'accélérateur. Donc on la met en travers pour prendre la bonne direction, pour accélérer le plus vite possible à fond. Pour moi, c'était la première fois que je roulais avec la Legend Car sur de la pluie. Donc effectivement, j'ai dû un petit peu m'adapter. L'adaptation a été plus ou moins rapide puisque je gagne. Mais oui, ça glisse comme sur des œufs, comme sur de la glace, c'est terrible. Mais belle course, j'ai bien aimé. Il y a eu un safety car, certainement pour réanimer un petit peu la course. Mais ça, c'est le but du jeu aussi. On est là pour s'amuser et voilà, c'est ça le but. Tout juste l'a-t-il adapté au comportement plus agressif de sa toute nouvelle monture, flanqué du numéro 72, le numéro fétiche de notre champion de motocross Stéphane Everts, avec lequel il espère partager son volant une fois cette année. En résumé, la Legends Car est assez virile, mais surtout très amusante. L'ambiance est très sportive sur la piste et très sympa dans le paddock. Cela correspond parfaitement à l'état d'esprit des concurrents. Tous les pilotes roulent pour prendre du plaisir, mais pas pour faire carrière. Et à ce prix-là, il n'existe pas meilleure compétition. Sur le sec comme sous la pluie du dimanche matin, Severin était bien le plus fort, grâce à son talent, son expérience, mais aussi une voiture préparée avec grand soin. Seul l'ex-champion de course de côte Claude Watain, 2 fois son dauphin, est parvenu à le surprendre dans le dernier tour de la manche 3. L'avantage, c'est que l'année passée, donc, j'ai pu avoir l'occasion de rouler avec des voitures de location donc de Sprite Spirit et qui m'a permis de pouvoir rouler sur un modèle, sur un autre modèle et un 3e modèle. Et là-dessus, j'ai pu donc déterminer que un réglage sur une faisait tel effet, un réglage sur l'autre faisait l'autre effet. Et puis bon, j'ai quand même un petit peu d'expérience en course automobile, en course de côte, etc. avec une Formule 2. Et donc cette expérience d'avoir fait 4 années en course de côte me permet de pouvoir affiner les réglages et de savoir ce que je dois faire pour que ma voiture fonctionne convenablement. Les voitures ont-elles des réglages précis ? Donc si on modifie la hauteur de caisse de 5 mm, peuvent déjà faire un comportement différent de la voiture. Et donc nous devons chercher le comportement qui nous convient à chaque pilote évidemment.
Nous sommes à la première épreuve et déjà les pilotes pensent au championnat et aux différentes manières d'engranger le maximum de points quand on partage le volant d'une même voiture. Donc les pilotes, suite à la manche qualificative, choisissent leur manche A ou B dans laquelle ils vont marquer les points et ensuite marquent les points dans la manche qu'ils ont choisie et empêchent les autres de marquer leurs points dans l'autre manche. Par exemple, la manche B, si je choisis celle-là, je vais marquer les points dans celle-là et empêcher un concurrent de marquer les points en A si je suis devant lui. Ça à prendre en considération, on fait un sport automobile, c'est à risque. Ça c'est un coup de poker, on peut être devant et empêcher les autres. Parfois la fin du championnat se joue à quelques points, donc on essaye de mettre tout dans sa faveur. Chaque voiture est équipée d'un moteur 1250 XJR Yamaha, développant une puissance de 150 chevaux pour un poids total de 480 kg, ce qui la propulse de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 avec une vitesse de pointe frôlant les 200 km/h. La puissance est transmise aux roues arrière grâce à une boîte de vitesse séquentielle à 5 rapports. Il est noté que pour la propulsion, il n'existe pas de différentiel, c'est sensiblement le même résultat que sur un kart. Aucune modification ou adjonction d'éléments ne peut être faite après la livraison de la voiture sans un accord écrit et autorisé par l'importateur. Une vérification technique est réalisée avant chaque épreuve. Ces différents points du règlement permettent à tous les pilotes d'être sur un même piédestal. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans ce règlement est strictement interdit. Seuls certains réglages sont autorisés comme le train avant, le réglage de la suspension ou hauteur de caisse. Dans ce cas, le pilote avec expérience ou qui a une bonne approche des différents circuits pourra faire la différence dans les premières courses. Il est à noter que le poids maximum est de 610 kg, voiture et pilote compris. Tous les pilotes ont pratiquement la même voiture, c'est donc palpitant, et en 20 minutes de course, le nombre de dépassements et de tête à queue assure un spectacle hallucinant. C'est aussi un sport mécanique un peu plus accessible que beaucoup d'autres grâce à des formules clés en main. C'est en fin de journée que la 4e manche s'est achevée par une ultime victoire de Pierre Sevrin, sous le sec. Les autres podiums du week-end furent complétés par les habitués, Martin Lucas 3 fois, Nicolas Drien 2 fois et Jean-Michel Poncelet 1 fois. Rendez-vous donc pour la seconde manche à Zolder dans notre prochaine émission, qui pour rappel est diffusée tous les derniers jeudis du mois. Des grands dérapages contrôlés à grands coups d'accélérateur, on ne s'en lasse pas, Jean-Louis Ménard. Là, vous êtes au volant d'une Ford d'époque, évidemment, mais il y a un lien de parenté finalement entre ces voitures et vos légendes cars. Comment ça se ressent au volant ? Il y a un état d'esprit, hein, c'est le grand nombre, c'est le coût accessible. Ce sont des voitures qui sont très rudimentaires au niveau des sensations, mais qui offrent un plaisir indescriptible au niveau des pilotes. Ils sont là pour des poussées d'adrénaline, le public adore. Et c'est cet état d'esprit-là qui m'a intéressé et qui m'a décidé à lancer cette série donc, sur le Benelux. Très bien, longue vie à la légende car, la formule sans doute la plus ludique de sport automobile. Petit rayon de soleil dans cette émission, un peu d'exotisme avec non pas une vieille voiture à démarrer à la manivelle, mais quand même on part dans le désert pour le rallye du Maroc classique, un des plus beaux rallyes pour voitures anciennes sur le continent africain. Go! Me voilà donc embarqué dans l'aventure, de Casablanca à Marrakech, 2000 km, 6 étapes, 72 bolides au départ. À chaque départ, il faut donc choisir une vitesse moyenne et se rapprocher le plus possible du temps de référence idéal établi pour boucler la spéciale. Sur la route, les contrôleurs sont planqués. À bord, il faut sans cesse calculer. Où tous nos écarts sont calculés en distance, alors que tout le monde fonctionne en secondes. C'est la méthode malgache ? C'est la méthode malgache, c'est la méthode gagnante. Pour info, ce jour-là, on a crevé 3 fois. Poissard, mais revanchard, on s'accroche. Et un peu plus loin, sur la route du Grand Sud marocain, des pannes en tout genre, car même les plus belles machines ont leur moment de faiblesse. Calculer, gérer la vitesse, ok, mais il faut aussi s'orienter, et là, c'est pas gagné. On les avait donc laissés à Ouarzazate, les voilà de retour à mi-course. La tension monte d'un cran, les pilotes et les bolides sont sous pression, la Mini Cooper n'y échappe pas. Beaucoup de virages. S'il n'y a pas de camions qui montent et de camions qui descendent, normalement, on sera bien. À tout à l'heure. Ce jour-là, Olivier Lazare et Stéphane Agostini vont gagner l'étape dans la catégorie classique. Et pendant ce temps-là, dans la catégorie prestige, grosse,
très grosse frayeur pour les leaders au classement général. Et puis la toute dernière spéciale, 61 km pour faire la différence, ambiance. 1 seconde d'avance, on est toujours à 1 seconde d'avance. Ce qui est important aussi avec les régularités, c'est qu'il ne faut pas faire glisser les pneus dans les virages et les chicanes. Et là 2 secondes de retard. Là, tu t'es endormi, quoi. Plus rien, il ne reste plus rien. Et c'est bon, drapeau rouge. Ouf. Et puis il y a le dernier pointage héroïque spectaculaire, à chacun son style, pas toujours très académique. Les voilà, le tandem Lazare Agostini au volant de la Ferrari 308 GTS remporte le trophée devant les frères Ismail et leur Porsche 911 de litre 4. Le Maroc classique a trouvé ses héros. Fin de l'aventure. Un petit clin d'œil pour terminer au magazine Roadbook. C'est du grand format, c'est du noir et blanc et c'est surtout de très belles photos avec Patrick Bica ici qui est son éditeur et qui est en même temps un artiste, un photographe. Patrick, les voitures anciennes c'est devenu une passion, un peu comme on constate que depuis le début de ce 21e siècle, eh bien, elles sont de plus en plus populaires, ces vieilles voitures. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Par exemple, dans le dernier numéro, on a pu parler d'une Spyker, cette fameuse voiture hollandaise qui est faite par des passionnés d'automobile. Et aussi, on a pu rencontrer il y a un mois le designer Wolfgang Egger d'Alfa Romeo qui nous a parlé comment qu'il avait conçu la 8C à travers des modèles anciens. Donc il y a toujours un lien avec les voitures historiques et ce qu'il fait aujourd'hui. Alors Spa Italia, c'est une très belle réunion, Patrick, avec quelques événements un peu particuliers cette année. Oui, voilà, il y aura donc, d'après ce que j'ai pu savoir, il y aura Maria Teresa de Filippis, qu'on a eu l'occasion de rencontrer justement en septembre 2006. Maria Teresa de Filippis, il faut le préciser tout de même, c'est la première femme pilote de Grand Prix en Formule 1. C'était en 1958 avec la légendaire 250F de Maserati. Spa Italia, ce sera le premier week-end de juin, dans quelques jours, à Francorchamps, pour découvrir aussi le nouveau visage de Francorchamps avec Maria Teresa de Filippis. On y sera pour Voiture de légende sur BTV. Rendez-vous dans un mois pour vous raconter tout ça. Salut, bonsoir. Voiture de légende vous a été présentée grâce au soutien de Tolfer et Davis Rent-A-Car.